Bonjour chers étudiants, bonjour chers amis. La leçon du jour, intitulée Des premiers de cordée à l'utilité commune. Vous avez sans doute, comme plus de 30 millions de Français, regardé la déclaration de notre président hier soir. Il nous a livré une formule basée sur la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, une formule qui est censée résumer sa pensée. Et il nous a dit qu'il fallait en tenir compte. Alors c'était quoi cette formule? Cette formule, c'était la suivante. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. C'est l'article 1er, deuxième partie de l'article 1er. Alors, cette sentence est censée représenter la vision de notre président sur le futur de la société dans laquelle nous espérons vivre, ou en tout cas qu'il espère construire. Première chose, attention à ce qu'on appelle les anachronismes. C'est-à-dire ne pas oublier que cette déclaration a été faite en 1789 et que l'idée essentielle à l'époque, c'était d'abolir les privilèges basés sur autre chose justement que l'utilité commune, sur la naissance, sur la situation liée au clergé, à la noblesse. Bon. Donc là, on a effectivement si on remet ça dans la situation de l'époque, hein, c'est bien ça dont il s'agit. Alors, dans cette déclaration, on n'a pas vraiment de définition d'utilité commune, mais il est clair qu'on peut accepter des distinctions en cas de différence dans les contributions à la société, à la collectivité. Alors, quelle est la question aujourd'hui que cet article 1er peut poser dans l'esprit de notre président? Ben, la question, c'est celle du niveau, du degré d'acceptation en matière de disparité de revenus. Alors, pour traiter de cette question, du niveau qu'on en est prêt à accepter, il faut faire deux constats qui semblent opposés. Le premier constat, c'est que on peut aujourd'hui difficilement soutenir que l'accroissement très fort des revenus des 1% les plus riches, qui est attesté par de nombreuses études, soit profitable à l'utilité commune. Et la deuxième constat, c'est qu'on peut également difficilement considérer qu'une certaine inégalité de rémunération, basée sur les connaissances ou les efforts, ne soit pas nécessaire au bien-être du plus grand nombre. Donc c'est entre ces deux constats un peu opposés qu'il va falloir naviguer, faire ce qu'on peut appeler de la dialectique, et vous avez un philosophe économiste qui a pas mal réfléchi là-dessus, qui s'appelle John Rawls, et qui va nous proposer une analyse théorique de la manière de traiter l'opposition entre ces deux constats. Alors, comment est-ce que John Rawls raisonne? Il se pose la question du système social le meilleur et il considère qu'il doit nécessairement procéder à un arbitrage entre la justice sociale et les inégalités sociales. Que cet arbitrage, normalement, doit se concevoir par des individus qui seraient placés dans la situation où ils ne savent pas encore à l'avance la position qu'ils vont avoir dans la société. C'est le principe du voile d'ignorance. Construisez un système social dans lequel vous n'allez pas savoir quelle position vous allez avoir dans ce système social. Et dans cette hypothèse de raisonnement, les individus vont adopter une attitude de type maximine. C'est un concept qui est issu de la théorie des jeux, qui a été bien développé par un mathématicien qu'on a appelé von Neumann, mais qui, dans notre cas, signifie tout simplement que le système qui va être adopté, c'est celui qui va être au bénéfice, au plus grand bénéfice, donc c'est le max, des plus désavantagés, c'est le min. Regardons comment ce système peut être construit. Il suffit pour ça de mettre, vous voyez, ici, d'ordonner le niveau de vie des plus défavorisés et en abscisse, les inégalités dans les rémunérations. Et de trouver une courbe qui permet de relier ces deux valeurs. Alors, cette courbe n'est pas facile puisqu'il nous faudrait disposer de bonnes mesures. Alors, on en a des mesures sur les inégalités de rémunération, on a des indicateurs de Gini ou d'autres indicateurs sont disponibles. On mesure assez bien le phénomène et notamment la croissance très forte
des rémunérations les plus élevées. Sur les niveaux de vie, c'est un peu plus délicat. Il ne s'agit pas seulement de mesurer le pouvoir d'achat, mais aussi de trouver des indicateurs physiques de bien-être, d'accès aux opportunités. Il y a de tas de travaux là-dessus qui existent. Une fois qu'on est capable de construire cette courbe, alors on peut ici trouver le sommet B qui va nous indiquer le niveau maximal d'inégalité acceptable selon le principe de John Rawls. Et une fois qu'on est ici, on peut comparer des situations différentes. On peut par exemple considérer que une société qui serait au point A pourrait accepter ici d'avoir une augmentation des inégalités, à condition, vous voyez ici, que cela bénéficie aux plus défavorisés. Donc, on a cet arbitrage possible, ici, le passage de A à B, et on peut, si on regarde bien cette courbe, considérer peut-être que certains pays, vous voyez, sont allés beaucoup trop loin dans cet accroissement des inégalités et qu'elle ne se fait plus du tout au bénéfice des plus défavorisés. Alors toute la question à laquelle je ne vais pas répondre, c'est celle du positionnement de la France. Est-ce que la France se situe plutôt à gauche ici de cette limite, auquel cas c'est un surcroît d'inégalité de rémunération qui permettrait d'améliorer la situation des plus défavorisés, c'est un peu la théorie du premier de cordée, ou alors elle se situerait ici plutôt à droite, sachant que dans ces cas-là, on a été un peu trop loin dans les inégalités, et alors c'est le recours à l'article 1er qui nous a été exprimé par notre président. Voilà, il faudra bien affiner cette courbe et prendre position sur cette position justement de la France par rapport à ce maximum d'inégalité acceptable. Je vous remercie.